Moyen-Âge, elles prenaient leur point de départ ici même, à Douai. Ce qui peut sembler étonnant, sachant que l'Ascar passe également par la ville d'Arras. Ceci est dû à une particularité des fortifications de la ville, mise au point dès le Xe siècle, et par la suite perpétuée jusqu'à la fin du Moyen-Âge. À savoir qu'en amont de Douai, les murailles de la ville passaient par-dessus l'Ascar. Elles n'obstruaient pas le passage de la rivière. En revanche, elles empêchaient toute navigation entre Douai et toute ville en amont. Ce pour des raisons économiques. Ainsi, toutes les caravanes de commerce qui devaient venir des villes en amont de Douai, notamment donc d'Arras par exemple, étaient obligées de venir par voie de terre et devaient donc payer 3 taxes pour accéder à l'Ascar. Le péage en entrée de ville, la location d'un terrain à Douai pour tout d'abord commercer avec les habitants de la ville, puis le fait d'affréter navires et équipages sur l'Ascar afin d'embarquer leurs marchandises et de commercer avec les villes en aval de Douai, notamment jusqu'à Mortagne du Nord, où l'Ascar se joint à l'Escaut près de la frontière. Alors je suis obligé de faire demi-tour ici car de l'autre côté de ce pont se trouve l'écluse d'Augustin. Bien qu'aujourd'hui cette écluse ne soit plus gérée manuellement, elle continue d'effectuer des lâchers d'eau assez fréquents suivant les conditions météo. Le problème c'est qu'au niveau de l'embarcadère, nous ne sommes pas prévenus de ces lâchers d'eau. Par conséquent, afin d'éviter d'être surpris par l'un d'entre eux, dont les remous risqueraient de faire chavirer l'embarcation et donc de nous envoyer par-dessus bord, nous n'avons donc pas le droit de nous approcher de l'écluse. Va où? Alors juste ici, vous avez le bâtiment public de verre et d'acier. Il s'agit du nouveau palais de justice de la ville construit dans les années 70. En raison de son architecture moderne et coup d'état parmi les bâtiments du voisinage qui sont presque tous des bâtiments de briques, les Douaisiens n'apprécient pas vraiment ce nouveau palais de justice. Au point de vue abandonnation donc plutôt péjoratif au fil des ans, la verrue de oui. Ici également, nous avons un ancien palais de justice qui est ce bâtiment, le point de départ de notre visite. Avant d'abriter le palais de justice, ce bâtiment a abrité le Parlement de Flandre qui avait été installé ici par Louis XIV au cours du XVIIIe siècle. C'est notamment grâce à l'installation ici du Parlement de Flandre que la France a pu reprendre le contrôle de la région qui était auparavant dans du vassal du roi de France, le comte de Flandre. À l'origine, le comté de Flandre avait également été mis en place de la ville, mais par Charles Quentin et Charles Bertin. Dans ces deux parcs, les gestes naturels a permis la réapparition de certaines espèces d'insectes et de petits animaux qui avaient disparu de la ville. À une époque où celle-ci était extrêmement polluée. Je reviendrai sur la pollution de Douai. De son point de départ de notre côté, du même de la bouche à droite, jusqu'à son point d'arrivée au niveau du l'artiste. Elle est censée représenter l'ensemble du parcours de la vie humaine, notamment la main de courbe resserrée au centre, qui pourrait d'après l'artiste représenter tous les liés à l'arrivée à la vie, notamment les à la vie et au travail. Alors que bien entendu ici les bouts d'artistes sont exprimés, et moins quelconque avis personnel de tel précis. Le bâtiment qu'on peut voir juste au-dessus de la est en fait l'école d'art de l'île, qui explique le positionnement stratégique de celle-ci sur le parcours. Qui a subi énormément de destruction de part et d'autre. Alors un dernier élément en lien avec l'art, et cette fois que de nom, c'est le bâtiment rangé bloqué juste ici. Il s'agit en fait du lycée Corot, du nom du peintre parisien Jean-Baptiste Camille Corot, qui a peint en 1871 une vue du beffroi de la ville de Douai. C'est notamment grâce à cette peinture que ce lycée a fait lors de sa création, qui devait à l'origine porter le nom de Marceline Desbordes-Valmort, une poétesse douaisienne. Vous avez peut-être remarqué que les quais et les bâtiments sont conçus selon le même schéma tout au long du parcours. Leurs sous-bassements sont en grès. Il s'agit de cette roche grise que l'on peut voir. C'est une roche imperméable. Mais de par cette propriété, elle est également très coûteuse. D'autant plus coûteuse qu'elle n'est pas conçue dans la région, ni même en France. Elle est importée de l'étranger. Par conséquent, afin d'éviter des coûts de construction faramineux dans la ville, on utilisera la brique dans l'élévation des quais et des bâtiments. La brique qui, elle, est conçue dans les châssis électriques qui bord détruits à l'époque où la ville pas de construction de construction. De plus, cette brique est conçue à partir de terre argileuse. Et la terre argileuse peut être trouvée partout dans le Nord-Pas-de-Calais. Par conséquent, comme il suffit
nécessaire à la fabrication de la brique, le coût de fabrication de celle-ci est extrêmement faible, qui est par la suite répercutée sur l'utilisation de celle-ci dans les bâtiments, qui devient elle aussi abordable. Alors aujourd'hui, seuls 2 bâtiments dans la ville sont entièrement conçus en grès, le Détroit et la Collégiale Saint-Pierre. Étrangement, aucun de ces 2 bâtiments ne se situe sur les bords de Scarpe. Alors l'utilisation du grès dans la Collégiale Saint-Pierre s'explique par la nécessité de l'église d'avoir un bâtiment qui puisse survivre à travers les époques, notamment lorsqu'on parle des collégiales, même des bâtiments de grande importance extrêmement élevée, surtout à l'époque où les bâtiments étant dans les collégiales servaient au Moyen-Âge, lorsqu'on conçoit les détroits, plus le matériau utilisé dans sa conception est coûteux, plus cela traduit la force économique de la ville. Le fait que le détroit Douai soit entièrement conçu en grès, qui plus est par Ferrure au sommet de ses flèches, montre donc que la ville de Douai était extrêmement puissante économiquement parlant au Moyen-Âge. C'est un petit peu moins le cas maintenant. Avant de poursuivre, pour des raisons de sécurité, je vous demanderai de baisser la tête pour le passage de ce pont qui est le plus bas du parcours. Alors nous sommes ici dans le quartier de l'Arsenal de Douai. Il s'agit aujourd'hui du centre tertiaire de la ville. Cependant, comme son nom l'indique, il n'en a pas toujours été ainsi. À l'époque de Napoléon Bonaparte, ce quartier était en fait le quartier militaire de la ville, conçu afin de permettre aux scientifiques de l'époque de réfléchir à un nouvel arsenal militaire en termes d'attaque, mais également à de nouveaux systèmes de défense dans le cadre justement de la défense des villes, afin de lutter contre nos ennemis de l'époque, la Prusse et l'Angleterre. Alors cependant, je vais faire ici, car nous n'avons pas le droit de passer ce pont. De l'autre côté, notamment la botanique, l'ouverture technique est de toutes les ans. Le problème, c'est que ces véhicules ont un tirant d'eau extrêmement plus important que le nôtre, qui risquerait en fait de nous faire chavirer à cause de leur sillage. En conséquent, afin d'éviter ce risque, nous ne prenons pas la chance, nous ne tentons pas la chance de passer le Alors au bout de la ville navigable de Douai, se trouve notamment le port fluvial de Douai, deuxième port fluvial de France après celui de Conflans-Sainte-Honorine. La ville de Douai est une ville d'importance moyenne, cependant le port fluvial de Douai est l'un des ports fluviaux les plus importants. Ce qui permet justement d'en revenir à la source économique de Douai au Moyen-Âge. J'avais pas tout à fait fini l'explication, mais dû à certains éléments, je suis obligé de couper. Alors, en fait, à l'époque, l'île et Douai sont de puissance économique équivalente. Cependant, l'île concentre l'ensemble des pouvoirs politiques du département. En fait, à cette époque, l'île est d'ores et déjà le chef-lieu du département, mais c'est également la concentration du pouvoir judiciaire. Alors, on vient justement maintenant au point phare de la visite. Si je vous dis Eugène François Vidocq, est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Ouais. En effet, il y a eu beaucoup de séries dessus. Alors donc, Eugène François Vidocq n'est pas qu'un personnage de fiction, il a réellement existé. Il est né en 1775 à Arras, dans notre région. À l'âge de 14 ans, son père le prend à voler d'un caisse de la boulangerie familiale et décide donc de porter plainte contre lui, espérant lui apprendre que le vol n'est pas toléré. Par conséquent, Vidocq purge une première peine de prison à l'âge de 14 ans. Alors on peut dire que l'espoir de son père concernant l'intolérance face au vol est très vite déçu, étant donné que par la suite Vidocq, avant même l'âge de ses 30 ans, passera 13 fois de plus derrière les barreaux. Au cours de ses 14 ans d'emprisonnement, dont 2 peines qu'il purgera ici à Douai, la première en 1796, la seconde en 1805, il s'évadera de prison 9 fois, notamment de bagne aux alentours de Toulon, bref des lieux qui étaient jugés infranchissables avant le passage de Vidocq dans leurs locaux, mais également donc une fois du palais de justice ici à Douai. Cette évasion du palais de justice de Douai s'explique par le fait que Vidocq est un beau parleur et un charmeur invétéré. C'est la partie des plus coordonnée. Le gardien décide de raccompagner ses invités à la porte afin de s'assurer qu'il ne casse rien dans la maison de garde. Ce faisant, il laisse Vidocq quelques instants seul dans la pièce principale de la maison de garde, dont la salle fenêtre donne directement sur la scarpe. L'appel de l'air est trop grand, Vidocq déverrouille cette fenêtre et se jette à la rivière où il nagera jusqu'à ce fond sur lequel nous sommes actuellement, où il se réfugiera au niveau de l'arche qui est juste ici sur la porte. Il restera dans cette arche pendant 3 jours et 3 nuits, se nourrissant des quelques poissons qu'il arrivait à prendre à la rivière, qu'il mangera bien entendu cru, car comme vous pouvez le remarquer au niveau de l'arche, il n'y a pas moyen de faire un feu, et qu'en plus faire un tour et trahir sa présence à cause de la fumée générée par celui-ci. Et pour se désaltérer, quoi de mieux qu'une source intarissable juste à côté de lui, la scarpe. Il aura l'espoir des musiciens
porter sur ses épaules. Au lieu de partir à Bruxelles, il partira à Paris. La route complètement opposée, par conséquent, aucun musicien sur celle-ci. Ce qui lui permet donc de disparaître de notre région pendant une vingtaine d'années approximativement. Au bout de ces 20 ans, on réentend parler de Vidocq comme le directeur et fondateur de la Sûreté nationale, l'ancêtre de notre police nationale actuelle, dont les bases sont donc âgées de plus de 300 ans. C'est également Vidocq qui créera les premiers papiers falsifiables et les premières serrures incostables, sachant que ces 14 ans d'emprisonnement étaient soit du vol avec effraction, soit du faux et usage de faux. On peut donc dire qu'il avait une sacrée connaissance de la base qu'il venait de créer, ce qui a justement permis à son système de tenir près d'un siècle avant d'être lui-même détruit. Alors une question demeure cependant en suspens. Comment un brigand notoire et reconnu tel que Vidocq a pu finir par diriger et fonder la Sûreté nationale sous les ordres du roi de France? Il y a une explication simple à cela. Pendant un an, Vidocq a servi de corsaire à Ostende, en Belgique. Et à cette époque, la Belgique est toujours assujettie au royaume de France par un lien de vassalité. Par conséquent, tenir ses activités à Ostende lui permet donc d'être acquitté de toutes les activités criminelles qu'il a commises sur le territoire français. Au bout d'un an, en tant que capitaine de navire et de corsaire, Vidocq quitte navire et équipage et revient sur la terre ferme. Il se réinstalle en France, puis est de nouveau citoyen en place du royaume. Par la suite, il sera dans l'armée française, il finira notamment capitaine chez les hussards, la cavalerie, avant donc de créer la Sûreté nationale. Alors, ce qu'il faut savoir, déjà à cette époque, l'espérance de vie moyenne d'un homme est d'approximativement 40 ans. Vous avez déjà effectué un petit calcul mental, vous avez pu remarquer que Vidocq a dépassé cette espérance de vie. Il vivra en fait 82 ans, décédant en 1857 à Bruxelles. Il se liera également d'amitié avec deux artistes français extrêmement connus, Alphonse Daudet et Victor Hugo. Victor Hugo nous inspirera d'ailleurs le personnage de Jean Valjean dans Les Misérables. Alors j'en viens maintenant à la pollution. Qui a connu la ville, c'était dans les années 40 approximativement. En fait, dans les années 40, les autorités de la ville se rendent compte que la rivière de Douai, la Scarpe, est l'une des rivières les plus polluées de France. Par conséquent, il faut que se répercute sur l'ensemble de la ville. Afin de mettre fin à cette réputation, on décide donc de nettoyer la Scarpe. Le problème, c'est qu'avant de nettoyer celle-ci, il faut tout d'abord fermer toutes les activités industrielles qui bordent la rivière. Le processus de fermeture des activités industrielles bordant la Scarpe prendra tout de même une trentaine d'années à être effectif dans sa totalité. Au bout de ces 30 ans, en plus de ces fermetures industrielles, nous interdisons également la navigation sur la Scarpe pour tout véhicule à moteur thermique, afin d'éviter qu'elle ne se trop pollue. Et par la suite, dans les années 70, on met au point une première méthode de nettoyage de la Scarpe. Cette méthode sera un fiasco total, au point qu'un projet doit à la mairie de faire couler une chape de béton sur la rivière à l'intérieur de l'eau, en faire un boulevard intérieur et des emplacements de parking. Par chance, pour moi notamment, sinon je n'aurais jamais pu avoir ce travail, c'est que les Douaisiens se sont ligués contre ce projet afin qu'il ne soit jamais mis à exécution. Par conséquent, comme ce projet échoue également, on met au point deux autres méthodes de nettoyage. La seconde méthode sera un échec. La troisième méthode, en revanche, sera un succès. Il s'agit du curage effectué sur la Scarpe en 2001. Au cours de ce curage, en plus de dépolluer la Scarpe, on repêchera notamment les vélos, quais de supermarchés et voitures qui se situent dans le fond de la rivière. Malheureusement, depuis ce curage de 2001, aucune autre activité n'a été mise en place pour perpétuer le nettoyage de la Scarpe. Aujourd'hui, la régulation retrouve un niveau de pollution assez élevé. Et que cette fois, ce ne soit pas juste un pollution industrielle, il y a des moteurs thermiques, mais c'est la pollution domestique. Alors, lorsque je dis pollution domestique, je ne parle pas, bien entendu, du rejet d'eau usée. Les eaux usées sont transférées dans les centres de traitement en alentour de la ville. Il s'agit en fait d'un rejet volontaire